Frédéric Lordon. Pour ceux qui ne connaissent pas Frédéric Lordon, bah vous allez le connaître. En fait, il y a un truc que beaucoup de gens n'ont pas vu dans ce texte, c'est ça. Tic, tic, tic. Ce texte est un extrait sous une forme réadaptée de la dernière partie d'un livre d'entretien avec Bernard Friot. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Friot, c'est notamment un économiste qui est beaucoup pour socialiser l'économie, faire rentrer dans le domaine du public en gros beaucoup de choses privées. Coordonné par Amélie Jamet et Marina Simonin, que je connais moins, aux éditions à dispute, apparaître au mois d'octobre. L'emballement des événements récents ne le rend pas absurde sa publication avancée. Donc en fait, ce texte, je le mets pourquoi? Parce qu'il y a une question du vote sur Jean-Luc Mélenchon, en vérité, hein, je vous le cache pas, c'est ça qui m'a interpellé. Euh, en fait, ce texte il était déjà prévu qu'il sorte, alors je pense qu'ils l'ont un peu modifié, mais c'est pas juste une réaction aux événements récents. Enfin, c'est pas juste un truc comme ça, quoi. C'est au sein d'un livre, donc il y a un peu de réflexion derrière. Et donc nous allons le lire ensemble. J'innove, je crée du contenu, je suis un influenceur. Non, voilà, on va voir ce que ça donne de faire une lecture aussi. J'ai vu qu'il y a des YouTube, des Twitchos là, je sais pas comment on appelle ça, qui font des lectures. C'est pas mal, c'est pas mal. Je trouvais ça intéressant. Donc voilà, j'ai pris un texte pas trop long, hein. Ouais, il y en a pour 10 minutes, même pas. Mais histoire de lire ça ensemble. Parce que j'ai trouvé ce texte très intéressant. C'est ça la vérité. Voilà. Et en plus, Lordon, qui est quelqu'un qui est parfois difficilement accessible, je trouve que là, Salut Guesdouille. Là, c'est comment dire, c'est assez accessible et tout. Je trouve ça bien. C'est bien écrit, c'est limpide, c'est clair. Ça va au but. On y est. Voilà. Est-ce que j'ai déjà vu un stream d'Usul? Oui. J'aime beaucoup Usul. Alors, c'est parti. Sommes-nous rendus au point de fascisme? Pas encore. Sommes-nous en voie de fascisation? Sans doute. En fait, il n'y a plus trop à hésiter. Un processus est en cours. Ce que disait Lénine de la crise révolutionnaire vaut déjà au stade de la crise organique. Là, il cite Gramsci, qui est un. Pour ceux qui ne connaissent pas Gramsci, Gramsci est un des penseurs du socialisme qui est la personne qui a popularisé l'expression de bataille culturelle, en fait. Où il y a plein de. Je vous laisse découvrir Gramsci, on ne va pas en parler ici, mais en fait, sur le rôle de la culture dans le processus révolutionnaire, dans les analyses des sociétés et tout. Et Gramsci, il faut savoir, il a été repris d'ailleurs sur la bataille culturelle. Il y a un des moments d'histoire française où il a été repris, c'était par Nicolas Sarkozy, qui a repris l'expression de bataille culturelle et tout, qui s'était fait pseudo-gramschiste là-dessus. Parce qu'à l'époque, elle est pas du tout de soi. Donc je continue. Si c'est à des degrés divers, l'une et l'autre se reconnaissent à leur rythme caractéristique, tout y est accéléré, les déplacements se produisent à des vitesses phénoménales. Qui, il y a 2 ans, aurait pu imaginer des tribunes de militaires factieux, une manifestation de policiers du même métal, appelant à faire, je cite, sauter les digues de la Constitution, avec la bénédiction de presque toute la classe politique, des grands médias, comme CNews, Demain Europe 1, à ce point fascisés, et d'autres qui courent derrière, comme LCI ou BFM, le service public toujours disponible pour tenir à l'agenda les pires sujets, ouvrir micro aux pires invités, un hebdomadaire d'extrême droite valeur actuelle faisant l'agenda politique, le même effet de remorque pour toute une série d'autres hebdos, Le Point, L'Express, Marianne, des ministres vomissant leurs délires islamophobes en toute occasion, rêvant ouvertement de purge à l'université, l'installation dans le paysage d'une gauche d'extrême droite, Valls, le printemps républicain, qui aurait pu penser ça? À la vitesse désormais acquise par le processus, on entendra d'ici peu des cortèges défiler au cri de mort aux Arabes. Première partie, bah ça fait peur, hein, mais c'est un peu vrai. En fait, il reprend du coup ce qui s'est. Tu pourrais mettre le texte en plus grand, please. Ouais, je vais faire ça. Voilà, ça doit être mieux comme ça. Regardez, je vais vous montrer. Hop, c'est un peu mieux comme ça, ouais. Donc c'est parti, constat, hein, comme souvent dans les textes, où en fait il fait un peu le résumé des derniers mois sur tout ce qui s'est passé. Et pour le coup, c'est assez clair. Sachant que moi, ce qui est intéressant dans le texte, c'est ça, c'est l'installation dans le paysage d'une gauche d'extrême droite. La formule est pas mal. La formule est pas mal. Voilà. C'est un truc intéressant, le fait de le dire comme ça. Alors on continue. Fury Country. Pour quelle raison faut-il que ce soit presque toujours l'extrême droite qui profite du délabrement capitaliste? Oui, ça c'est une question un peu ancienne, hein, la question de pourquoi c'est l'extrême droite qui profite du délabrement en général. C'est vrai que on a tendance à se le demander souvent. On a l'impression que les révolutions socialistes en général passent par une phase facho avant, assez régulièrement.
La réponse est à chercher dans le fait que l'extrême droite constitue une proposition politique intrinsèquement violente. Tel est son avantage concurrentiel, écrasant en situation de crise organique. Car la proposition de l'extrême droite fait émonctoire pour toutes les violences particulières, individuelles, les maltraitances, ressentiments, humiliations, réelles comme imaginaires. Alors, réelles comme imaginaires, moi j'aime bien qu'il le rappelle. Pourquoi? Parce que par exemple, dans les trucs imaginaires, tu as la fameuse expression, là il n'en parle pas, mais je pense qu'il fait peut-être référence en partie à ça, comment on appelle ça? Le sentiment d'insécurité, la fameuse. Donc voilà. Par contre, du coup, je vois pas le chat, hein, en attendant. Je finis ça. Euh, Mais voilà, le sentiment d'insécurité, pour moi, ça fait partie de ces trucs imaginaires. Sous une forme légitimée par son inscription dans le champ politique officiel, l'extrême droite présente un réceptacle, un vase d'expansion à tous ses affects. Des gens veulent une proposition politique violente parce qu'elle leur offre une solution expressive pour leurs propres tensions. C'est insupportable, alors il faut que ça cogne, peu importe où, peu importe comment, il faut que ça cogne. D'une certaine manière, le néolibéralisme, qui est la cause structurale de tous ces dérèglements, en a livré la formule réduite, mais sous l'aspect d'une trouvaille managériale en apparence anecdotique, ridicule, donc méconnaissable comme telle, la Rage Room ou la Fury Room. Alors là, c'est le truc important dans le texte, parce que son texte s'appelle le Fury Room, hein, je rappelle. Et donc, il va prendre un concept managérial très néolibéral, il va essayer d'imager son explication avec ce concept-là. Comme on l'a compris d'après son nom, la Fury Room est un espace qui offre aux cadres surstressés un lieu où il leur est licite de tout détruire, au choix selon la formule. On met à leur disposition, dans un local clos, vaisselle ou mobilier de bureau, à cette fin dûment contractuelle, de se vider de leur rage par la destruction des choses. Je pense que si je marque Fury Room, hop, pour que vous ayez une idée, c'est ça. Il y a des jours Plus en Donc, ce qui nous entoure violent, mais où est-ce qu'ils sont les gens qui cassent tout? est récupéré dans des Voilà, cases. donc c'est ça une dans Fury la Room. rue. Le prix de la... les clients, c'est la vaisselle. Tu vas prendre de la vaisselle et tu vas tout péter. C'est joli petit chat. Oh, elle a cassé le petit chat. Ça fait trop du bien ça. Voilà. Donc le pays est une Fury Room en ce moment selon Lordon, c'est assez intéressant à voir. Mais c'est ça la Fury Room, quoi, pour que vous ayez une image. D'ailleurs, le malheureux cadre, une fois détruite l'effigie de son chef ou la réplique de son bureau, y retourne au boulot. Faute de toute emprise sur les données réelles de sa situation, il s'agit pour l'individu de se donner une solution réactionnelle, par déplacement, en s'en prenant à un autre objet, sans lien aucun avec sa situation, mais choisi comme point d'application externe des intensités violentes qui le submergent. À défaut de quoi, le point d'application est interne, par retournement sur le corps propre, ulcères, somatisations diverses, etc. Ça, c'est vrai qu'en fait, on en parle peu, mais quand tu as des problèmes, il y a beaucoup de gens, par exemple, je sais pas, peut-être dans votre entourage ou autre, des gens qui souvent développent des petites plaques rouges quand ils sont en situation de stress ou autre, c'est parce qu'en fait ils font ce qu'on appelle, ils somatisent, c'est-à-dire que au lieu d'extérioriser, leur corps intériorise une souffrance, une contrariété ou autre. Beaucoup dans le cas des personnes qui sont hypersensibles, comme on appelle ça, et qui se mettent à, c'est leur corps en fait qui réagit. Et par exemple, typiquement l'ulcère, ça arrive souvent dans des situations où vous avez des employés qui sont extrêmement stressés, mais qui, au lieu d'aller au conflit pour une raison ou pour une autre, ou d'extérioriser leur conflit parce que bah, ils sont trop précaires pour pouvoir l'ouvrir ou parce qu'ils ont peur de leur boulot ou autre, eh ben, c'est leur corps qui va développer des stigmates réels. Donc, euh, donc voilà. Le néolibéralisme a maintenant porté cette trouvaille de l'échelle d'une salle de fitness de quartier aux dimensions d'un pays entier. La crise organique du capitalisme néolibéral a transformé le pays entier en Fury Room. Donc par exemple, quand vous cassez là, le pays, il en est actuellement exactement à ce moment-là. Je le mets en plein écran au moment. C'est joli petit chat. Voilà. C'est trop triste, quoi. C'est l'état du pays, c'est de casser le petit chat. Voilà. On en est là. Nous en sommes à un emparement de furie qui fait craindre non seulement que la fascisation ne soit en marche, mais aussi qu'elle soit très près du point critique où plus rien ne pourra l'arrêter. On pense à cette image, terrible, du front d'onde du tsunami. Ça démarre loin, ça va mettre un certain temps à arriver, mais c'est irrésistible. C'est l'image de la fatalité. Le processus est armé, il n'y a plus rien à faire. La vague ne va plus cesser d'enfler et elle va tout submerger. Dans De la Révolution, Hannah Arendt revient sur cette curiosité qui a vu le mot révolution, à l'origine un terme astronomique, désignant le plus parfait retour du même, celui de l'orbite des planètes,
devenir d'un coup le signifiant de la rupture politique sous sa forme maximale. C'est que, explique Arendt, la révolution, astronomique, charrie aussi une idée de l'inéluctable. Quand La Rochefoucauld-Liancourt répond à Louis XVI, qui lui demande si c'est une révolte, non sire, c'est une révolution, il veut dire qu'une force gigantesque lui arrive dessus et qu'elle n'est plus arrêtable. Ça n'est pas tant qu'elle va révolutionner, au sens où nous n'entendons que le fait qu'il n'y a plus rien à faire. Nous revérifions donc que le terme politique de révolution n'a rien d'essentiel qui l'accroche à des contenus progressistes ou émancipateurs. On le savait déjà, le nazisme a été une révolution. Euh, Moi, j'ai peut-être... Alors, c'est vrai que... En fait, moi, je suis toujours dans mon discours politique et même dans ma vision des choses, je considère que l'optimisme à gauche est un de nos premiers devoirs moraux. C'est-à-dire que si t'es pas optimiste quand tu es un militant de gauche, en général, tu perds tout. Alors il est pas, Lordon n'est pas comme ça, parce que justement après il va parler des gens qui sont constamment pessimistes, qui pensent constamment que tout est foutu à gauche, et c'est terrible ça. Parce qu'en fait, t'as aucun mouvement révolutionnaire, t'as aucune bataille politique ou sociale de grande ampleur qui a été menée en partant du principe que ta bataille était foutue, quoi. Voilà. Et les gens qui disent ça en général, qui sortent des cadres euh, politiques, qui se réfugient dans des trucs anarchistes, mais il y a des anarchistes qui pensent que leur révolution est possible, hein. Mais il y en a par contre qui sont dans des trucs où en gros, bah, tant qu'à faire, autant tout péter, bah ça c'est un argument, c'est un positionnement politique qui est flingué de mon point de vue. Et nous voici aujourd'hui sur le point d'entrer dans les ténèbres avec la crainte qu'il n'y ait plus rien à faire, que tout ne soit désormais voué à s'engrener cumulativement pour le pire. Avec également la crainte que, de ces ténèbres, on ne sorte que d'une seule façon, en les ayant traversées tout entières et en étant allé jusqu'au bout de la jouissance, le mot est à entendre en son sens psychanalytique, en ayant plongé jusqu'au point d'écœurement. Alors, saoulé de ses propres horreurs, le corps social se réveille. Ça, c'est un point de vue à gauche, quand même, que je vois de plus en plus arriver, qui est de dire en gros, la France va connaître comme Trump, elle va sortir avec quelqu'un relativement de gauche. Pour les États-Unis, c'est Biden, qui est quand même pas un grand socialiste, hein. Mais c'est un peu ça. En ce moment, j'ai l'impression qu'à gauche, il y a beaucoup de gens qui se disent, bon, foutu pour foutu, on va traverser Le Pen, ça va nous revigorer à gauche, etc. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Déjà, je pense qu'un mandat Le Pen, c'est des gens en tôle, des gens qui se font tuer par des milices fascistes, etc. Notamment des militants, des Noirs, des Arabes, des quartiers sous pression policière comme tu l'as jamais vu. Euh, T'es pas sûr d'en sortir, c'est quand même la deuxième chose. Troisième chose, c'est pas sûr que quelqu'un de gauche en émerge. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ce point de vue sur en gros, faut traverser les ténèbres et tout. Pour l'heure, le système médiatique met tous ses efforts, directs ou indirects, par bêtise ordinaire, par absence de prise de position tranchée ou par passion fascisante, à enfermer le scrutin de 2022 dans l'affrontement Le Pen-Macron. Comme dans les années 30, la contribution au pire des médias libres s'avère déterminante. Très bien. Joue donc le jeu de ce pronostic et voyons ce qui s'ensuit. Si c'est Le Pen, ça sera la guerre civile. Si c'est Macron, une insurrection, mais une insurrection boueuse. Alors là, c'est intéressant parce que dans son analyse du système médiatique, Lordon dit pas que tous les médias sont des fachos. Par exemple, il dit par bêtise ordinaire, je trouve que c'est assez intéressant comme formulation, par absence de prise de position tranchée ou par passion fascisante. En fait, là, tu vois, en gros, tu es plutôt sur CNews, sur la passion fascisante. Bêtise ordinaire, prise de position tranchée, tu peux être sur du LCI, sur du BFM, sur certains autres médias qui sont en fait soit pas courageux, soit dans des modes de reproduction de l'audimat ou autre. Parce que c'est ça en fait pour moi la bêtise ordinaire, je le comprends comme ça, c'est en gros la course à l'audimat qui te rend con en fait. Et qui te fait faire des choix soi-disant justifiés pour parler d'audimat, alors faut reprendre les faits divers et tout, alors que ça se trouve, tu peux parler d'autres choses et ça aurait eu de l'audience aussi. Si c'est Le Pen, nous aurons un racisme d'État, ouvert, affiché, non plus seulement systémique comme il est déjà, mais institutionnel, comprendre, explicitement formalisé dans des textes, nommément dirigés contre les musulmans, une pente que le macronisme a déjà commencé d'emprunter. Différence avec les années 30, les racisés ne se laisseront pas faire. Ils l'ont déjà prouvé en 2005, à l'occasion de ce qu'on a appelé les émeutes, terme choisi tout exprès à des fins de déqualification politique. On imagine déjà ce que donnera cette réaction dans un pays chauffé à blanc de racisme, avec des médias déchaînés hurlant leur racisme en continu, avec des forces de police entièrement libres de laisser leur racisme exulter, avec des forces armées à leur tour emportées, où certains doivent bien rêver de rejouer la guerre d'Algérie, pour la gagner cette fois, et tant pis si la nouvelle Casbah est à la Courneuve. Et au milieu de tout ça, des populations affolées et hystérisées par le spectacle général. À ce moment-là, on mesurera la hauteur du tsunami de merde.
Celle-là, elle est pas mal. Le tsunami de merde. J'aime beaucoup. Si c'est Macron, nous suivrons une trajectoire semblable, mais au ralenti. Différence de rythme qui fait des différences de cours. En l'occurrence, qui ouvre la possibilité d'un événement insurrectionnel, mais d'une insurrection boueuse. En effet, car à côté des forces qui se sont déjà manifestées avec les Gilets jaunes, et que pourraient rejoindre de nombreux secteurs progressistes de la société, jeunesse en lutte, salariés révoltés, précarisés de toute nature, on trouvera du séditieux, à la Zemmour de Villiers, du général signataire de tribune, du policier d'extrême droite putschiste, et du bloc identitaire reconstitué. Autant dire qu'elle aura une gueule contrastée, l'insurrection. Une gueule à nous faire passer les bouffées de romantisme politique, et à nous donner les fameuses migraines quand il s'agira de penser les moyens d'en organiser les issues, si possible les bonnes, contre la probabilité d'un débouché de Le Pen avec retour à l'hypothèse numéro 1. Ce qui dit là, moi j'adhère totalement. C'est-à-dire que moi j'ai jamais pensé que toute explosion de colère sociale était forcément un truc super bien en soi, quoi. Il y a des explosions de colère, ça part en couille. Ça part dans tous les sens. Là, typiquement, dans certains secteurs de la société, l'explosion de colère des policiers n'est pas bonne du point de vue de la révolution socialiste. Si on prend comme ça, c'est pas bon. Ce qui se passe n'est pas bon. Et donc en fait, l'incapacité des élites, l'incapacité du système libéral à résoudre les conflits de la société fait que oui, ça peut partir en couille. Mais pas que du côté des gens qui sont progressistes. J'emploie un mot large exprès, mais on se comprend. Oula, j'ai raté plein de messages. On a bientôt fini normalement. Si nous voulons avoir la moindre chance d'y échapper, il y a intérêt à produire un peu d'analyse, en revenant sur ce qui fait la puissance motrice du front tsunamique fasciste, à savoir d'être une proposition politique de violence. Où les deux mots comptent. Violence d'abord, car il faut bien l'admettre, l'extrême droite, quand elle fait cette offre pulsionnelle, en temps de crise organique, y trouve un avantage compétitif redoutable, raccourcissement drastique des détours de médiation exigés de la pensée, focalisation sur une cause unique aisément identifiable, si elle est entièrement fantasmatique, présentation d'une solution réactionnelle immédiate, c'est par excellence le service de la pulsion qui, toujours, cherche ses voies au plus simples. Mais l'extrême droite tire aussi sa force d'articuler une proposition politique, sommaire, autoritaire, raciste, mais une catharsis à cette échelle est suffisante à faire une proposition. Par là, nous voyons au moins que ce qui nous précipite dans la Fury Room nous indique également la seule voie pour en sortir, la voie de la proposition d'une autre proposition, mais de portée semblable, une proposition d'ensemble. Je crois que c'est assez clair sur ce passage. Alors, je continue. On dira que face au tsunami qui vient, une proposition communiste, communiste, partage des richesses, vous voyez ce que je veux dire, celle par exemple qui s'élabore à partir du salaire à vie ou de la garantie économique générale, est risible. Elle a tout de même de quoi venir s'accrocher très prosaïquement sur un grand nombre d'expériences vécues, auxquelles elle vient offrir un sens et une perspective. Les expériences de la précarité notamment, dont elle propose de relever tous et toutes par le salaire à vie. Le salaire à vie, c'est une des propositions de Bernard Friot. C'est pour ça qu'il en parle, c'est que vu qu'il va y avoir un livre qui sort et que ce texte est issu d'un livre de dialogue sur Bernard Friot, évidemment, il en parle. Les expériences de la destruction du sens du travail qu'elle se propose de restaurer par la destitution de la propriété lucrative et la souveraineté des producteurs. Donc là, typiquement, en fait, c'est la proposition communiste qu'on a toujours connue, c'est de sortir du privé les moyens de production et d'échange, qu'ils soient publics, qu'ils soient rendus aux travailleurs. Les entreprises, la direction des entreprises, de qui pilote la société. Ces choses-là ne sont pas des abstractions, elles rencontrent par excellence la condition salariale, qui est la condition sociale la plus générale, et qui offre par-delà de puissants leviers. Il y a aussi et surtout que d'une proposition, elle a toutes les propriétés intéressantes, notamment de recoordination politique à grande échelle par une donation de sens global, non pas au sens d'une direction de l'histoire, mais d'une resignification de la vie sociale dans son ensemble, appuyée sur des figurations. La proposition d'extrême droite prospère sur l'anomie, sur la dislocation du sens intérieur, le rejet confus d'un ordre dont on perçoit les tensions qu'il inflige, mais sans idée de leur cause, et l'aspiration à on ne sait pas quoi, pourvu que ce soit autre, une aspiration floue mais impérieuse à laquelle précisément la proposition d'extrême droite vient donner un contour avec toutes ses propriétés anxiolytiques. Donc là, en gros, il essaye d'expliquer que ce qui peut donner sens à une contre-proposition, à une proposition politique d'ensemble, c'est la perspective communiste en gros. C'est un peu ce que défend Lordon. Bon David, il y a quand même falloir faire des modos, il y a des trolls qui crachent des amalgames et des clichés de pardon. Vu que je suis en train de lire, du coup j'arrive pas à lire le. Donc on va passer un petit peu sur les propositions. Tac tac tac, on va aller sur le dernier paragraphe du coup, sur Mélenchon.
On va lire d'un coup et après je vais reprendre en main le chat, voir s'il y a une dictature à mener. Alors, pendant ce temps, les élections. Tout ça est bien mignon, mais les conditions de votre révolution n'existent pas plus aujourd'hui que les effets de gestes, encore moins sous le signifiant calamiteux du communisme. En fait, ce que fait Lordon, c'est qu'il fait une proposition communiste, mais qui ne prend plus ce que veut dire le communisme aujourd'hui tel que tu le comprends, c'est-à-dire l'URSS, le drapeau rouge, quoi. En attendant, il y a 2022, on va plutôt se rabattre là-dessus pour commencer. Dans l'état d'affolement, 2022, donc les élections présidentielles, hein. Dans l'état d'affolement où le pays de gauche se trouve saisi, il y aura peu de monde, encore moins que d'habitude, pour résister à cet argument-là. De ce côté, les choses ne vont pas tarder à devenir d'une clarté cristalline. La gauche de droite a déjà fait l'impasse sur le scrutin et ne doit pas être loin de penser qu'un mandat Le Pen ramènerait au bercail raisonnable et progressiste tous ceux qui s'en sont écartés et que, ma foi, 5 ans, si on va au bout, ha ha ha, comme disait le RPR en 81 en appelant à Soumain à voter Mitterrand, ça sera vite passé. Cette gauche fera tout ce qu'elle peut pour faire échouer Mélenchon. Donc ça, écoutez, vu qu'il y a une réunion sur la gauche en ce moment, blabla, je vais rien dire en tant que responsable politique. La vérité, c'est qu'il y a plein de gens qui parient sur l'échec de Mélenchon. C'est vrai. Et qui, en fait, de fait, ont abandonné l'idée de gagner et qui, du coup, se disent bon, 5 ans de Le Pen, on va revenir à la social-démocratie comme d'hab, etc. David, il faut. Alors attendez. Tac, qu'est-ce qui se passe? Donnez les noms. David, le Théo de Girl, pas de ouin ici, merci. Qu'est-ce qui se passe? Alright. On va sortir les gens un petit temps. Hop. 10 minutes. C'est très bien. Bah voilà, hein. C'est bon. 600 secondes, c'est beaucoup 600 secondes. Ta 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 ta. C'est bon. Ok, très bien. On continue. Pardon. Petit détour totalitaire. On reste tout de même sidéré qu'il se trouve encore des bienheureux pour appeler à l'union de toutes les gauches. Alors là, c'est vrai que c'est d'actualité. Mais que faut-il avoir dans les yeux? J'ai une hypothèse, en gros de la merde, il dit, pour ne pas voir que Jadot, Hidalgo, Faure et jusqu'à Roussel, qui fait de Biden un membre d'honneur du PCF, sont des personnages de droite, et qu'il n'était pas nécessaire pour le savoir d'attendre qu'ils se couvrent de honte et de leur vérité, en rampant à la manifestation intimidation fascisante de la police, défi à la logique, chercher avec des gens de droite une union de gauche. Plaît ou plaît pas, il reste un candidat à gauche, Mélenchon. C'est rare hein, que Lordon fasse ça. Hein. Sous réserve peut-être de l'hypothèque Sainte-Christiane, donc en fait il parle de Christiane Taubira, des délégations de rois mages doivent déjà se précipiter pour la supplier de venir nous sauver, et toute la presse honorable n'attend que de se rouler à ses pieds de bonheur. Elle n'en perdra pas moins l'élection, parce que seule et hors parti, elle ne manquera pas de faire revenir à bord tous les naufragés de la gauche de droite, et que faire des poèmes pour le 11e arrondissement n'a d'écho ni dans les campagnes ni dans les classes ouvrières. Ouh, il est un peu dur avec Taubira, il est dur. Donc là, il écarte la possibilité Taubira, qui voit comme la seule qui peut un peu contester Mélenchon. Cette possibilité mise à part, il faut en tout cas savoir gré à la manifestation policière d'avoir nettoyé le terrain à grande eau. On y voit beaucoup plus clair. L'union de la gauche, le candidat commun, c'est terminé. Si Mélenchon reste seul en piste, on va voir l'époque livrer sa vérité dans l'union totale qui se constituera contre lui. Extrême droite, Rassemblement National, droite extrême, LREM, LR, gauche de droite, et de plus en plus à droite, PS, Europe Écologie Les Verts, gauche d'extrême droite, Valls, Printemps Républicain, il est trop chaud Lordon. Médias surtout, abandonnés à leur détestation fulminante d'un candidat qui a le double tort d'être de gauche, et pis encore d'avoir des chances, à qui donc il prépare une sorte d'embuscade continue de 12 mois. Il faut dès maintenant avertir que le spectacle de la haine médiatique, service public en tête, peut être pire encore que le privé, sans doute parce qu'il a à défendre la croyance qu'il est de gauche. En tout cas à France Inter et France Culture. France Info, elle, est tout entière au DRH, aux petits commerçants et à la police. Et que Mélenchon en est un démenti vivant, le spectacle de la haine médiatique donc va atteindre des sommets jamais vus. Je ne suis pas totalement sûr de cette affirmation. Je suis d'accord sur le constat, je pense que ça va avoir lieu, hein, mais je crois que dans le milieu journalistique, ça bouge un peu en ce moment. Voilà. Je trouve que, par exemple, sur la loi sécurité globale, sur les manifestations à Damas, là, sur la manif des flics, je trouve que le vent a un peu tourné. Et je vois des chroniqueurs, honnêtement, je vois des chroniqueurs plus à gauche que le PS ou LV ou Bureau ou le PCF.
Genre, je sais pas si vous avez vu, mais attendez, je vais essayer de chercher ça sur Twitter. Bon, après, c'est quelqu'un que j'apprécie, humainement en tout cas, c'est Virginie Leguet, qui est sur LCI, qui est une chroniqueuse LCI, qui est tout sauf une gauchiste. Euh, Leguet, peut-être si je mets. Qui dit que Darmanin ne sait plus où il habite. Et qui après est approuvé par un ancien. Par un type qui est un préfet, je crois. Attendez, je vais essayer de regarder. C'était sur LCI, si je me trompe pas. Sinon, on la retrouvera, tant pis, hein, mais tac, 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 tac. Attendez, je vais remettre, hop, pour que vous voyez ce que je fais. Euh, C'était il y a 6 heures. Ah, c'est ça. Donc ça, regardez. Donc Virginie Leguet, elle est chroniqueuse notamment LCI, je crois qu'elle est à Paris Match. Donc voilà, Paris Match, c'est pas la mec du gauchisme, quoi. Et le MAS PR, donc lui, c'est Pierre-René Lemas, ancien préfet, directeur général de la Caisse des dépôts. Donc c'est pas non plus, voilà, c'est pas un gaucho, quoi. Bah écoutez un peu, c'est intéressant ce qu'ils disent. Il est dans la Alors attendez. manifestation aux côtés des... Moi, je me demande si Gérald Darmanin sait où il habite. Il est dans la manifestation aux côtés des policiers, ce qui est déjà pour moi été un non-sens absolu et incompréhensible pour la majorité des Français. Il vient manifester devant l'Assemblée nationale et on entend des policiers réclamer des choses à l'exécutif dont lui-même fait partie. Enfin bon, passons, déjà première impair. Et là, il porte plainte au nom du ministère de l'Intérieur pour des propos... J'ai reçu juste un message que j'écoute pendant que je passe ça. Franchement, d'ailleurs, je ne suis même pas sûre que cette plainte a la moindre chance d'aboutir. Donc il y a là aussi comme une boulette de Gérald Darmanin. Je ne sais pas à quelle précipitation il cède, à quel affolement il cède. Et ce que je vois, c'est que les offensives de La République En Marche, que ce soit en PACA, dans les Hauts-de-France ou dans l'Île-de-France, les régionales sont dans un mois, sont toutes totalement contre-productives. Dans les Hauts-de-France, finalement, Xavier Bertrand semble reprendre un peu du poil de la bête. En PACA, c'est plutôt le candidat Rassemblement national qui tient le début de la course. Et là, Audrey Pulvar se retrouve un peu attaquée injustement et du coup, elle va pouvoir repartir un petit peu en disant, regardez, on me fait des procès totalement injustes. Donc, je ne comprends absolument pas quelle est cette stratégie. Je ne sais d'ailleurs même pas si Gérald Darmanin l'a fait avec l'autorisation de l'Élysée ou tout seul. Mais j'ai envie de dire à Gérald Darmanin, je ne sais plus si tu es ministre, si tu es le citoyen Darmanin qui vient manifester contre le ministre Darmanin ou pourquoi tout d'un coup tu portes plainte au nom du ministère de l'Intérieur tout entier. Pourquoi pas alors à ce moment-là en son nom à lui. Moi, je ne sais pas. Il y a quelque chose là-dedans de totalement incompréhensible. Voilà. Mais ça, vous voyez, c'est des positionnements, je pense qu'il n'y aurait pas eu il y a quelques années, pour être honnête. Et alors, dans cette séquence, ce qui va être encore plus incroyable, c'est que vous avez du coup quelqu'un qui est très inséré dans les directeurs généraux de la Caisse des dépôts, donc quelqu'un qui est plutôt inséré, c'est un ex, hein, je crois, directeur général de la Caisse des dépôts, inséré dans les réseaux institutionnels et tout, qui va être d'accord avec elle. Regardez, c'est assez incroyable. En toute cette séquence, depuis le début. Oui, moi je partage complètement ça. C'est Ouais. quand même très étrange qu'un ministre de l'Intérieur Allez, participe ancien secrétaire à général une de l'Élysée. Hein. manifestation des policiers. Il y a quand même eu des manifestations de policiers depuis très longtemps, que ce soit le ministre de l'Intérieur qui participe. Très, très étrange, en effet, c'est très très étrange. Surtout que cette manifestation s'est terminée par un slogan incroyable. Le problème de la police, a dit un des leaders syndicaux, le problème de la police, c'est la justice. Il y a même des slogans qui appelaient Éric Dupond-Moretti à la démission. Voilà. Non, mais certains syndicats. Elle me fait rire, Virginie. Oui, certains syndicats, oui. enfin, le syndicat majoritaire, le slogan, le problème de la police, c'est la justice, si vous y réfléchissez, en dehors du contexte qui est le nôtre, est monstrueux. C'est un concept incroyable du point de vue républicain, de dire que la police devrait pouvoir intervenir sans que la justice ne vienne l'entraver. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est le genre de truc qui me fait dire que bon, sur ça, j'ai une petite nuance quand même à apporter là-dessus. En fait, moi, il faut pas s'attendre à ce que les médias soient nos alliés pour faire la révolution, le partage des richesses. Moi, je m'attends pas à ça. Par contre, c'est des secteurs, c'est des secteurs de la société qui ont leur logique propre. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où il y a eu l'article 24 de la loi sécurité globale et tout, ça a bougé un peu. Moi, je l'ai vu, là, sur la manif des flics, ça a tourné un peu quand même. Alors après, c'est pas non plus fou.
Mais on peut se retrouver dans des situations quand même un peu d'alliance objective avec certains médias, avec certains chroniqueurs qui d'origine sont pas avec nous. Et je suis pas sûr que Mélenchon du coup soit autant attaqué. Voilà, on va voir. Peut-être qu'il a raison, mais je pense qu'il y a des chaînes où ça sera un peu différent. Par contre, sur CNews et tout, voilà. Que la situation soit clarifiée ne suffit pas à la rendre enthousiasmante. Sans même parler de la capture électorale, on peut déjà jouer à mesurer la largeur du canyon entre ce que Mélenchon racontera et ce qu'il ferait. On sait déjà que même là où elle sera la moins grande, il y aurait des motifs à être mécontent et qu'aucun spasme de sa campagne ne nous sera épargné. Sans parler de tous les obstacles sur sa route, donc de tous les risques d'affalement de Tsipras ou Monté. Bon là, il critique un peu, mais c'est leur don, il va pas non plus être mélenchoniste du jour au lendemain. Mais nos horizons temporels sont considérablement rétrécis par l'ampleur des périls. Pendant qu'en face se constitue le bloc fasciste, l'ensemble RN, LR, LREM est déjà soudé, que les élections s'apprêtent à le déchirer ne change rien quant à l'essentiel, il ne fait idéologiquement plus qu'un. Que dire quand Macron félicite Darmanin pour un débat où il a eu l'occasion de trouver Le Pen trop molle sur la question de l'islam, c'est-à-dire finalement pas assez raciste. PS, ELV et PCF sont au comble de la dislocation idéologique et, comme toujours pour les déstructurer, roulent dans la ligne de plus grande pente, d'un ardent désir de venir se souder à leur tour. Qui échappe à la soudure? Pourrait-il en profiter? Reste-t-il quelques autres solutions pour éviter le pire? Tout ça est encore du dernier opaque. Une chose est certaine en revanche, comme il est de règle dans les très grandes crises où les prises d'opposition sont appelées à marquer et à rester, l'histoire ouvre un surcroît de place pour la mémoire des temps futurs. Il y aura les bonnes et il y aura les mauvaises. La distribution a même déjà commencé. Et là, en fait, ce que fait Lordon, c'est qu'il explique, c'est pour ça que ce texte est intéressant pour quelqu'un de la France insoumise, il explique qu'en vérité, il y a une soudure idéologique qui s'est faite, c'est-à-dire en gros quand il dit les élections vont déchirer le RN, LR, LREM, euh, bon, ils vont se déchirer en plusieurs parties, mais du point de vue idéologique, du point de vue de l'offensive idéologique, du point de vue de la bataille culturelle, la soudure est faite, ça y est. Que c'est plus une différence de nature, mais une différence de degré dans le racisme, dans l'attaque sur les libertés. Et ça, sur ça, en vérité, je commence quand même à être globalement d'accord. Donc la soudure idéologique est faite. Et il ne faut pas attendre du PS, de LV et du PCF qui ne veuillent pas rejoindre cette espèce de soudure. Je trouve que le concept de soudure est assez parlant ici. Et qu'en vérité, s'il y a une clarté qui s'est faite, c'est qu'en fait, en vrai, la France Insoumise est la seule organisation politique. Jean-Luc Mélenchon est un des rares dirigeants politiques, en tout cas de la gauche institutionnelle, parce que bon, il y a le NPA, il y en a d'autres, hein, des organisations qui ont refusé d'y aller. Mais du point de vue de ceux qui vont se présenter et qui pèsent aux élections présidentielles de 2027, il n'y en a plus qu'un. Il n'y en a plus qu'un. Voilà. Et ça, c'est un appel indirect au vote, je pense. Mais bon, je le garde pour moi, mais et je le prends comme ça. Donc voilà pour ce texte de Lordon que j'ai trouvé très intéressant. Donc ça y va les abonnements aujourd'hui là. Vous êtes chaud, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos abonnements, ça fait vraiment plaisir. Euh, voilà pour le texte de Lordon que j'ai trouvé très intéressant sur l'effondrement de la gauche.